Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé de philosophie. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations, des modèles de dissertation à l'usage des classes de terminale. Elles ne sont pas là, évidemment, pour être utilisées texto, mais plutôt pour donner des idées et, à partir d'autres exemples, arriver à une conclusion qui soit trouvée par soi-même. Le sujet d'aujourd'hui, est-ce que philosopher, c'est résister? Il s'agit donc d'un sujet d'introduction à la philosophie qui va permettre de connaître ce que c'est que la philosophie. Alors d'abord, pour introduire ce sujet, je voudrais montrer à quel point le mot « résistance » est un mot ambigu, parce qu'il dépend finalement des époques. On pourrait dire qu'à chaque époque, le résistant d'aujourd'hui est parfois le terroriste d'hier. Résister globalement consiste à être en opposition avec l'idée dominante du temps, celle qui est imposée et celle sans laquelle on ne peut pas par exemple avoir accès aux médias, on ne sera plus invité, ou alors à d'autres périodes, on risque sa vie. Par exemple, être opposé au nazisme en 1942, c'est être résistant, surtout si on vit en Europe occidentale. Être opposé au nazisme en 2015, c'est être conformiste. Parce qu'on ne risque rien, je dirais que c'est la pensée de tout le monde et elle est évidente. La conséquence, c'est que pour traiter d'un tel sujet, eh bien, il va falloir, dans une première partie, voir le contexte actuel où il est posé, à savoir en Europe occidentale en 2015. Quelle est la pensée dominante et donc où se trouve l'attitude du résistant? Deuxièmement, comme nous sommes dans l'usage d'un mot, philosopher, qui a eu plusieurs sens au cours de l'histoire, à savoir qu'au tout début, étymologiquement, c'était simplement la recherche de la sagesse. Qu'est-ce que nous faisons sur Terre? À quoi sert cette vie? Qu'y a-t-il après la mort? Eh bien, il y aura une façon de le traiter à partir de ce premier mot. On sait d'autre part que, à partir de Socrate, Platon, Aristote, le mot philosopher va prendre un deuxième sens. Il s'agit maintenant de rechercher la vérité, le maître étant le réel. Il y a donc une deuxième façon de traiter ce sujet à partir du deuxième sens de ce mot. Et puis enfin, je dirais à l'époque moderne, philosopher a consisté parfois à élaborer un système de pensée dans sa tête et à dire qu'il est plus important que le réel lui-même. C'est l'époque où la philosophie a été identifiée à des idéologies. Alors, il y a une troisième façon de traiter du sujet, et c'est ce que nous verrons ensuite. Et donc, qu'est-ce que résister? On peut dire qu'en Europe occidentale, il y a une façon immédiate de comprendre ce que ça veut dire. Et c'est valable en Allemagne comme en France. Ce que je vais dire là ne serait pas valide, par exemple, en Union soviétique, l'ancienne Union soviétique qui est la Russie maintenant, parce qu'il y a une autre histoire. La caractéristique de l'Europe occidentale en 2015, c'est qu'elle vit dans l'hypermnésie, c'est-à-dire la mémoire exclusive du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Je dirais qu'avant, il y a la Première Guerre mondiale qui est aussi là, présente, mais c'est principalement l'horreur de la Seconde Guerre mondiale qui est mise en mémoire par toutes sortes d'émissions. En effet, il y a 80 ans, s'est levé, je dirais, le mal absolu, le mal chimiquement pur, que tout le monde peut constater. Il n'y a pas d'intention pure ici dans Adolf Hitler. Il y a la volonté d'exalter sa nation et, au-delà de sa nation, l'imaginaire race germanique. Au nom d'une théorie du complot dont tout le monde sait qu'elle est délirante, eh bien, ça aboutit à la mort de 50 millions d'êtres humains. D'abord ceux qui complotent contre son peuple, pense-t-il, le peuple juif, mais aussi ceux qui habitent sur un espace vital qu'il faut libérer, principalement les Slaves. Or, à cette époque-là, se levèrent quelques hommes, une minorité, mais réelle, qui risquèrent leur vie pour résister à l'envahisseur, et même en Allemagne, pour résister de l'intérieur au nazisme. L'une des figures emblématiques en Allemagne, c'est Sophie Scholl et son frère, qui lançaient dans les universités des tracts pour dénoncer le nazisme et qui le firent au nom de leur foi catholique, il faut le reconnaître. Ils le payèrent de leur vie, ils furent décapités tous les deux, sur ordre de la cour de justice allemande à cette époque-là.
Ces gens-là sont de réels héros, parce que face à l'idéologie dominante par les armes de leur temps, ils surent résister jusqu'à risquer leur vie, et la donner parfois. Si bien que, après la Seconde Guerre mondiale, vers 1945, naquit une génération qui, nourrie par le souvenir de ces horreurs, eut 20 ans dans les années 65-68. On peut dire que tout son imaginaire, je ne parle pas de chaque individu de cette génération, mais disons de la pointe fine, la pointe active, l'imaginaire de cette génération fut le regard perpétuel sur ce qu'avaient vécu leurs parents, sur les fautes des générations des parents, des grands-parents avec la guerre 14. Elle devint tout entière résistante, du moins elle le crut, parce que dans une réaction qui se comprend psychologiquement, mais qui est quelque part malsaine, parce qu'elle est adolescente, toutes les valeurs qui avaient été vénérées avant par les ancêtres furent rejetées et ont pris, je dirais presque systématiquement, les valeurs inverses. Par exemple, la notion de patrie, qui avait été exaltée jusqu'à la folie dans la guerre 14, fut rejetée au nom de tout sauf elle, à savoir l'Europe, le mondialisme ou la région, mais surtout pas la patrie. Ce n'est pas caricatural, c'est un fait de cette génération. On pourrait se pencher sur maintenant les influences que eut cette réaction sur la philosophie, dans tous ses sens. Par exemple, la génération précédente avait globalement adhéré à un sens de la vie qui était chrétien, catholique en France, en Belgique, et plutôt ou à moitié protestant en Allemagne. Mais de toute façon, le sens ultime était chrétien. Et même les soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils mouraient, étaient enterrés sous une croix. Si bien que, par réaction, je dirais que l'idée même qu'il puisse y avoir une question portant sur le sens de la vie, le don de soi éventuellement, disparaît. Et le domaine de la religion, donc on pourrait dire le premier sens du mot philosopher, chercher ce qu'on fait sur Terre, devient de plus en plus réservé au domaine du privé, c'est-à-dire n'a plus de visibilité dans le public. Et c'est particulièrement visible en France dans une certaine forme de laïcité. Mais la philosophie a un deuxième sens. Il s'agit de chercher la vérité sur tous les domaines et d'une manière, je dirais, scientifique, une espèce de science qui cherche à comprendre la réalité. On peut dire que cette science fut dévoyée au XXe siècle par l'obligation scientifique posée par les nazis que, je dirais, la race germanique était la race supérieure. Il y avait des études, des expositions à Paris, et des expositions en Allemagne, n'en parlons pas. Eh bien, la réaction, la résistance de cette génération fut en rapport avec cela. Évidemment, pas question, je dirais, d'adhérer à ce genre d'idéologie qui s'impose, qui est violente, qui n'est pas tolérante. Si bien que par réaction, on adhéra à tout ce qui pouvait sembler tolérance, y compris dans le domaine de la vérité, si bien que peu à peu, les cours de philosophie en terminale devinrent l'exposition à partir de thématiques, de l'opinion de divers penseurs philosophiques ou même parfois idéologiques. L'un des plans de dissertation préférés qui était enseigné aux élèves, c'était une thèse qui disait tout, une antithèse qui disait l'inverse de tout, et une synthèse où devait être apportée la réponse à la question posée, comme si la réponse à la question posée pouvait être la synthèse de deux positions excessives. Toute personne qui assénait en observant la réalité simplement une vérité, en répondant à une question posée par une dissertation, était parfois considérée comme intolérante. Et le professeur avait souvent du mal à se positionner lui-même par rapport à l'observation de la réalité. Cette façon de faire ne fut pas du tout, je dirais, celle des scientifiques, bien au contraire, qui eux restèrent réalistes, c'est-à-dire que les faits des expérimentations s'imposaient. Parallèlement et de manière contradictoire, trois systèmes idéologiques s'imposèrent comme absolument incontournables, sans doute parce qu'ils entraient dans une valeur opposée à celle qui avait traumatisé la génération en question. D'abord, Sartre et l'existentialisme, parce qu'il montre justement qu'il n'y a pas de vérité, si ce n'est sa propre vérité,
Et on se construit dans sa personnalité, on en aura les conséquences immanentes, mais on se construit par les choix de sa pensée. Donc l'existentialisme de Sartre, qui finalement nie toute nature humaine qui s'imposerait, semble tolérant, et on respecte la vérité de chacun. Deuxièmement, le freudisme fut pratiquement toujours enseigné à cette époque-là, sans doute parce qu'il libérait de la culpabilité du devoir. Or, le devoir, l'obéissance au maître, à l'officier, ça avait été les choses qui avaient, selon cette génération, suscité les deux guerres mondiales. Et on ne voulait plus de cette autorité. Donc, Freud, qui libère le plaisir, qui permet de le faire sans culpabilité, était enseigné universellement. Et enfin, Marx, le marxisme, uniquement en Europe occidentale, pour une raison simple. Il y avait un projet généreux, trouver le bonheur sur terre par une sorte d'égalité de salaire et les biens de production appartenant à tout le monde. Si bien que cette génération, cherchant à construire un paradis sur terre, exalta le marxisme. Et on peut dire qu'en France particulièrement, on rêva de marxisme et on ne lut pas. Alors qu'en Pologne, on rejetait le marxisme, mais on lut. Lorsque le système communiste s'écroula en 1989, eh bien, les anciens tenants de cette idéologie se convertirent, toujours en lutte contre l'économie de marché, bien sûr, qui rappelait sans doute les mauvais souvenirs de Germinal de Zola, se convertirent à l'écologisme. Mais souvent, on leur reprocha d'être vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, c'est-à-dire d'avoir un vernis écologiste pour y mettre leur résistance de génération contre, je dirais, ce système économique qu'ils trouvaient froid, calculateur, celui du capitalisme. Je dirais que nous en sommes là. La génération qui a eu cette forte influence politique est âgée actuellement de 60-70 ans, mais son influence est réelle. Et donc si on se demande, philosopher, est-ce être résistant? Eh bien, pour y répondre concrètement à notre époque, il faut se placer par rapport à ce contexte. Donc, pour répondre à la question, il faut prendre les trois principaux significations du mot philosopher. Et le premier sens du mot, il naît au tout début de l'humanité, je dirais au paléolithique. Il est naturel à l'homme de chercher ce qu'il fait sur Terre, de répondre aux trois questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Et d'y répondre par une solution religieuse. Les hommes de cette époque-là font comme ils le peuvent. Et donc, ils sortent de leur propre contexte des religions qui donnent sens à leur vie. Au paléolithique, c'est l'animisme, parce que les animaux donnent leur vie pour nourrir, je dirais, la tribu. Et donc, on leur rend un culte, on croit en l'existence de leur âme. Et l'âme humaine aussi doit survivre avec celle des animaux dans l'autre monde. La caractéristique de ce premier sens du mot philosophie, c'est qu'il répond par des croyances. Si bien que, analogiquement, à notre époque, on pourrait dire que les croyances existent toujours, mais elles répondent à travers quelques grandes religions qui ont survécu. En Occident, principalement, c'est le christianisme, qui répond par le fait que Dieu s'est fait homme pour apporter aux hommes la réponse à ce qu'ils font sur Terre, et que cette Terre, globalement, est la préparation à l'autre monde, où l'homme doit y acquérir des qualités. Dans l'autre monde, il verra Dieu face à face dans une relation d'amitié. Il y a l'islam, autre religion révélée, qui dit que Dieu veut que l'homme lui soit soumis comme un humble serviteur. Et s'il obéit, alors qu'il ne comprend pas ce qu'il fait sur terre, il obtiendra lui aussi la vie éternelle. Il y a le judaïsme, il y a le bouddhisme, je n'insisterai pas. La caractéristique que j'ai décrite jusqu'ici, c'est qu'il y a donc un phénomène de foi. C'est-à-dire, ce n'est pas la raison seule qui adhère à cela, mais la confiance venant du cœur. Ce premier sens du mot philosophie n'est pas exclusif. Avec Socrate, on peut dire qu'on a le passage d'une religion qui est simplement dans la croyance, donc les mythes grecs en l'occurrence, à une religion qui est pensée par la raison. Socrate, dans les rues d'Athènes, où il discute avec les jeunes, manifeste que leurs croyances aveugles dans les mythes grecs, dans Zeus, dans Apollon, dans Vénus, n'ont pas de fondement réel. Que ce sont simplement des croyances qui ont été inventées puis transmises
par leurs parents. Mais, par ailleurs, il leur dit, lorsque vous observez le monde, lorsque vous observez l'agencement merveilleux de ce qu'on voit, des réalités, vous êtes obligé de poser un créateur, un ordonnateur de ce monde. Et donc, il établit avec eux, mais cette fois par le raisonnement, l'existence d'un démiurge. C'est quelque chose de tout à fait nouveau en Grèce, d'autant plus que Socrate a une influence très grande sur des jeunes dont certains sont sénateurs. Il n'est pas dans la pensée dominante. Il est résistant finalement. Mais au départ, ça se passe paisiblement, jusqu'au moment où, excédé, parce qu'il détourne certains jeunes de la carrière politique que leurs parents convoitent pour eux, eh bien le Sénat se réunit et décide sa condamnation à mort. On sait que Socrate aurait pu filer. Platon, l'un de ses meilleurs disciples, prévint de cela. Il aurait pu s'enfuir d'Athènes et se mettre en exil dans une autre cité grecque. Mais lui, il sait fondamentalement qu'au nom de la vérité, il doit résister, si bien qu'il refuse de partir. Et donc, on lui amène le bol de ciguë qu'il boira jusqu'au bout, en présence de ses disciples. Il fonde le caractère résistant et même le caractère de martyr de la philosophie, à savoir que la philosophie et celui qui philosophe doit aimer davantage la vérité que sa propre survie individuelle. On le voit, ce n'est pas, je dirais, la thèse de Socrate qui provoque son martyre, c'est le fait que cette thèse entre en contradiction avec le système admis en général dans la cité d'Athènes. Face à cette situation, peut-on la reporter à notre époque? Peut-on être considéré comme résistant si on philosophe selon le premier sens de ce terme? Eh bien, je répondrai que oui. D'abord, si on prend philosophie au sens général par la croyance d'une réponse aux trois questions de la sagesse, on peut dire qu'en Europe occidentale, actuellement, il y a le christianisme, dont l'un des dogmes fondamentaux consiste à dire que les enfants, dès leur conception, ont une âme qui survivra à cette vie. Ils sont dans un purgatoire, dirait le catholicisme, et ils passeront dans l'autre monde. La conséquence première, qu'on voit très bien dans le catholicisme à travers Jean-Paul II, mais pas seulement, aussi dans le protestantisme, c'est que, dès sa conception, un enfant est sacré, et que, avorter volontairement, ça ne détruit pas son âme, ça ne détruit que son corps qui est tout petit, et qui effectivement n'a pas encore l'apparence humaine. Mais son âme est projetée dans l'autre monde. Oser actuellement affirmer une telle chose au nom d'une foi non démontrable, catholique, c'est évidemment se condamner à mourir au plan civique et au plan médiatique. On le voit très bien, par exemple, avec le comportement du pape Jean-Paul II, qui fit de sa lutte contre l'avortement l'un de ses principaux messages. Il fut dénigré sur ce point-là, alors que par ailleurs, sur son combat politique, la libération de la Pologne, du communisme, il fut exalté. Une autre religion révélée s'est invitée en Europe depuis cette période, c'est l'islam. Et l'une des caractéristiques de l'islam, c'est que les lois morales contenues dans le Coran sont pour tous les musulmans supérieures aux lois civiles quand elles entrent en contradiction. Alors évidemment, l'islam qui monte actuellement en Occident a moins de considérations spirituelles, mais souvent se cristallise autour de considérations cultuelles. Ça veut dire de façon de s'habiller, de façon de se comporter. Par exemple, le port du voile a cristallisé, et non pas l'avortement, une forme de résistance des musulmans. Le voile pouvait symboliser, dans l'islam, deux choses. Premièrement, l'obéissance à un commandement de Dieu, qui demande aux femmes d'avoir une tenue chaste, mais aussi, deuxièmement, le fait que la femme doit être soumise à l'homme, de même que l'homme est soumis à Dieu. Donc, cette considération-là entrait directement en contradiction avec un des préceptes fondamentaux de l'Occident post-chrétien, l'égalité fondamentale de droit entre l'homme et la femme. Comme signe religieux et comme signe de soumission, le voile fut donc interdit dans certains pays, au moins dans les lieux, je dirais, les lieux qui devaient rester neutres, comme les écoles publiques.
si bien que par réaction et par résistance, le voile s'imposa de plus en plus dans les rues, puisque là, il n'y était pas interdit. On finit par interdire le voile qui était exagéré, à savoir celui qui couvrait entièrement le visage pour ne laisser apparaître que les yeux. Là aussi, les musulmans estimaient qu'il y avait un domaine particulier de résistance, et ils focalisèrent leur résistance sur cela. L'Europe occidentale reçut mal les choses, parce que, façonnée au cours des siècles par le christianisme, qui se bat d'abord pour des valeurs spirituelles, l'idée de résister pour une tenue extérieure, ou pour, je dirais, un précepte cérémoniel, comme le fait de ne pas manger du porc, paraissait anachronique. N'empêche que, dans la communauté musulmane, c'était ressenti comme un acte philosophique, au sens que je viens d'indiquer, et un acte de résistance. Seulement, je l'ai montré, finalement, le fait de mettre en avant des croyances n'est pas actuellement au sens profond de la philosophie. La philosophie ne peut adhérer que ce qu'elle a démontré ou à ce qu'elle a expérimenté. Si bien qu'on peut se demander si la démarche de Socrate, celle qui consiste par la raison toute seule cette fois, et non plus en s'appuyant sur la foi, a manifesté l'existence d'un créateur, peut être, à notre époque, en Occident, un acte de résistance. Lorsque j'étais jeune, lorsque je fis mes classes de terminale en Europe, une des parties de la philosophie consistait à aborder la question de savoir s'il y avait un créateur. Peut-on démontrer ou non qu'il y a un créateur? Entre-temps, le temps a passé, et s'est imposée peu à peu la pensée de Kant, qui consiste à dire que toute recherche métaphysique est illégitime et n'aboutira à rien. Celle aussi d'Auguste Comte, qui manifeste que se poser la question du pourquoi, au sens radical du terme, donc la sagesse, est une question d'enfant, et qu'il faut se libérer de cela pour ne se poser plus que la question du comment ça marche. Si bien que peu à peu, dans l'enseignement, s'imposa l'idée que la raison toute seule ne pouvait pas démontrer l'existence de Dieu, mais ne pouvait pas non plus démontrer que Dieu n'existe pas. Et que donc il fallait que ces sujets-là, ces réflexions-là, restent dans le domaine privé, exclusivement. Il y a donc bien, je dirais, ici qui s'établit un système accepté par la plupart, un système qui s'impose. Et pratiquement, on peut dire que dans les médias, lorsqu'on voit les merveilles de la nature, des films qui le manifestent, aucune référence à la possible existence d'un organisateur de ce monde n'est faite. La pensée de Voltaire, qui parle d'un grand horloger de l'univers, est une pensée, je dirais, qui historiquement est intéressante, un point c'est tout. Or, parfois, il se lève des personnes, qui par ailleurs sont parfois des scientifiques, et qui ne sont pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Les plus connus, en 2015, ce sont les frères Bogdanov, qui établirent une thèse de physique et l'autre une thèse de mathématiques, et qui, publiquement, à la télévision, produisirent un livre qui indiquait que, selon eux, on ne pouvait pas expliquer la première seconde après le Big Bang et l'origine même du Big Bang sans poser un créateur qui est un grand mathématicien, tout-puissant, mais quelqu'un qui ne s'occupe pas de nous, mais en tout cas une intelligence organisatrice de ce monde. Leur livre fut présenté médiatiquement et il s'appuyait sur des données purement scientifiques, comme par exemple l'observation des constantes qui apparurent dans le monde physique de la matière dès cette première seconde, des constantes réglées au 50e décimal. Donc il prenait l'analogie suivante, si on tirait au fusil sur une pièce de 2 € située à l'autre bout de l'univers, on aurait plus de chances de l'atteindre du premier coup que de voir ces constantes se mettre en place. Cependant, factuellement, les frères Bogdanov firent une erreur épistémologique, une erreur petite, peu importante, à savoir que, tant qu'ils sont en science, qu'ils calculent des constantes de la matière, leur domaine s'appelle effectivement la physique. Mais lorsqu'ils se posent la question de la cause, de ce qu'il y a avant le Big Bang, ce qui est inaccessible au calcul mathématique, ils sont en philosophie réaliste.
Ils ont le droit de se la poser, mais ce n'est plus de la science, puisque la science fonctionne toujours par la mesure et l'outil mathématique. Je parle de la science moderne, positive. Sur cette petite erreur épistémologique, ils furent effectivement attaqués de tous les côtés. Et des campagnes de presse furent faites pour détruire et ridiculiser leur travail, y compris leur travail scientifique. On voit donc apparaître une forme de résistance. Et eux, qui étaient habitués à ça, qui étaient des gens, je dirais, solides, résistèrent par l'argumentation, ce qui fut quelque chose d'extraordinaire. Mais lorsqu'on considère une autre forme d'argumentation, analogue, mais qui cette fois s'appuie sur la vie, et qui consiste par le même raisonnement en observant l'extrême ingénierie qui préside à l'ADN et aux enzymes, tout ce mécanisme de la vie, qui consiste à faire des calculs de probabilité pour savoir si, par exemple, un ADN radicalement nouveau, parce qu'il y en a bien qui apparaît, avec, mettons, quelques dizaines de milliers de bases codantes, codant une faculté vitale radicalement nouvelle, comme par exemple une fonction précise de l'œil. Comment, en généralisant les micro-évolutions qui, elles, sont visibles, à savoir, par-ci par-là, une base de la vie qui change et qui permet l'allongement d'une patte. Ça, c'est tout à fait possible. Comment la généralisation de ce mécanisme pourrait expliquer l'apparition d'un logiciel, finalement, presque de type informatique, aussi complexe, aussi précis, qui fonctionne. Lorsque des scientifiques essayent d'établir, ne serait-ce que par le hasard et les lois de la nécessité, une simple page de caractères, par exemple 3000 lettres sur une page à format A4 qui apparaîtrait par hasard en faisant tourner des ordinateurs qui font 100 millions d'essais par seconde, et cela pendant des mois, et qu'ils n'obtiennent jamais un texte qui veut dire quelque chose dans n'importe quelle langue du monde, qui montre qu'en fait ça n'arrivera jamais, parce que le calcul de probabilité est au-delà des possibilités du réel. Lorsqu'il donc conclut, un peu comme les frères Bogdanov, qu'il faut se poser la question d'une intelligence qui aurait organisé la vie, au moins à son départ, lorsqu'il y a des macro-évolutions, sans compter l'apparition du premier vivant, lorsque les deux facultés, se nourrir, se reproduire, sont dès le départ parfaitement fonctionnelles, sinon ça meurt. Eh bien, la violence est beaucoup plus grande. L'argumentation de ces philosophes, parce qu'ils ne sont pas en science, ils sont dans le même cheminement que les frères Bogdanov, est aussitôt, et avec violence, catégorisée de créationniste. Ça veut dire identifié avec, je dirais, certains groupes religieux fondamentalistes qui pensent que la Bible est au sens littéral valide, à savoir que, par exemple, le monde a 7000 ans, que les dinosaures ont été détruits par le déluge, et que Adam et Ève ont connu les dinosaures. La démarche de Oparin, par exemple, ce biologiste russe, qui à l'époque de l'Union soviétique, à l'époque de Staline, ose constater la complexité de la vie et poser au minimum une espèce d'intelligence immanente au monde, une sorte de panthéisme. Cette démarche-là, lorsqu'elle est posée comme cela, maintenant, est objet d'un combat terrible. En fait, c'est une confusion. Il n'y a absolument pas de créationnisme là-dedans. Il y a par contre l'idée d'un dessein intelligent, d'un grand horloger de l'univers. Ce n'est rien d'autre que la pensée de Voltaire, mais appuyée sur l'observation des progrès apportés par la science, et qui va jusqu'à se poser la question philosophique de l'origine du monde. Je dirais que toute personne qui met en doute un des dogmes de la pensée actuelle, à savoir le pouvoir absolu de l'évolution, pour expliquer tout, même si on a démontré que les micro-évolutions, toute personne qui ose faire cela, évidemment, risque la fin de sa carrière scientifique, la fin de sa carrière philosophique. Or, parce que l'argumentation est valide et qu'elle est respectable, eh bien, je dirais que là, le philosophe, par définition, est contraint d'être résistant, et au moins de dire laissez parler cette opinion, laissez parler cette recherche. Elle a le droit d'être parce qu'elle n'est pas idiote pour le moment. Et vous-même répondez par des arguments, pas par un terrorisme intellectuel.
Alors, à partir de Socrate, de Platon, mais surtout d'Aristote, Aristote étant le scientifique, celui qui donne son statut scientifique à la philosophie, à savoir, elle n'a qu'un but, selon lui, le réel sous toutes ses formes, du moment qu'il est atteint par les seules forces naturelles de l'intelligence. C'est lui, Aristote, qui établit les 7 grandes parties de la philosophie qui sont encore actuellement valables. Donc philosophie de l'art, philosophie éthique, philosophie politique, philosophie de la matière, philosophie du vivant, métaphysique et théologie naturelle. Sans compter le regard critique qui englobe le tout et la logique est l'instrument pour bien penser. Eh bien, pour Aristote et pour ses successeurs qui sont actuellement les scientifiques de sciences positives, il n'y a qu'une seule science, il n'y a qu'une seule philosophie parce qu'il n'y a qu'une seule réalité, c'est le réel. Et donc, selon lui, on peut distinguer 2 sens du mot vérité. La vérité ontologique, c'est-à-dire la vérité dans l'être des choses, elle est une. Par exemple, je suis là, devant la caméra, c'est un fait. C'est pas contradictoire avec... Pardon, on ne peut pas trouver de contradiction. Il n'y a qu'une seule vérité, je suis là, et donc, dire que je ne suis pas là n'est pas vrai. Évidemment, Aristote admet que pour penser cette réalité, par exemple, que je suis devant la caméra, il y a, je dirais, une recherche. Et cette recherche, c'est ce qu'on appelle la vérité formelle, ça veut dire la vérité dans l'intelligence. Comme je suis un être extrêmement complexe, mais j'aurais pu prendre la même chose pour un simple atome de matière. Un simple atome de matière dépasse totalement la capacité de notre intelligence. Donc, pour l'aborder, il y a plusieurs approches complémentaires. Donc, selon les êtres humains, selon leur pénétration dans la réalité, plusieurs vérités formelles, plusieurs façons de l'exprimer aussi, plusieurs pédagogies, plusieurs analogies. Mais, selon Aristote, toutes ces vérités formelles n'ont de valeur que si leur but, à savoir la vérité ontologique, la réalité des êtres, est atteint. Plus un système de pensée atteint humblement le réel auquel il se soumet, et avec un certain regard critique sur sa propre pensée, plus on est philosophe. Ça paraît évident quand on le dit comme cela. Seulement, il faut maintenant en revenir au contexte que je viens d'indiquer. À savoir que la génération qui a tenu la philosophie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a été confrontée à des gens qui disaient aussi qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et que cette vérité, c'était par exemple que la race germanique était la race supérieure. Ils l'ont imposée par la force. La réaction a donc été « ils étaient intolérants, alors nous accepterons par tolérance toutes les opinions ». Lorsque donc arrive un jeune avec son intelligence native, à qui on pose une question philosophique du style « la beauté est-elle subjective ?» et qui par exemple répond en disant « bien observons ». Il y a évidemment une énorme part de subjectivité, les goûts et les couleurs on n'en discute pas. Mais s'il y a une goutte d'objectivité, en ce sens que les harmonies par exemple musicales sont selon un ordre mathématique qui vibre. Et c'est le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Donc, ce n'est pas n'importe quelle musique, mais il y a véritablement quelque chose qui semble objectiver la beauté native dans un bébé, dans un animal et chez un être humain adulte. S'il répond comme cela, donc avec une conclusion tirée de l'observation du réel, eh bien, il risque bien d'avoir une très mauvaise note à sa dissertation. Je me rappelle d'un ami qui passait en France son agrégation de philosophie. Et il répondit à ce sujet-là de la manière que je viens d'indiquer. La note était 0,5 sur 20. Sans doute parce qu'il n'avait pas cité des auteurs se contredisant, le tout aboutissant à une conclusion où finalement chacun pense ce qu'il veut et se fait une opinion. Il y a donc, en admettant que la philosophie est une forme de science ouverte vers le réel, actuellement, je dirais quelque chose qui est de l'ordre du résistant. Si par contre, ce genre de philosophe devient scientifique et qu'il dit « mais la seule mesure de ma science, ça va être l'observation du réel, les résultats de mes expérimentations », il n'y a aucun problème, c'est une évidence, c'est comme ça que fonctionne la science moderne. Ce n'est pas le cas pour la philosophie, et on le doit sans doute
à cet âge des idéologies qui est né en Occident à partir de Descartes. Mais on le doit surtout au fait que certaines idéologies s'imposèrent dans l'intolérance au début du XXe siècle. Alors, si c'est bien cela qui se place, est-ce qu'il faut être résistant si on philosophe? Eh bien, je répondrai oui, il faut être résistant. Seulement, il faut s'attendre à ne pas avoir de carrière académique. Et c'est très dur. Ça veut dire qu'en général, lorsqu'on est étudiant, il vaut mieux faire dans un premier temps ce qu'on nous demande et par ailleurs se former son intelligence dans l'observation du réel, pour après faire ce qu'on veut. Mais de toute façon, un homme qui fait cela ne deviendra pas prof d'université à notre époque. Parce que ce sont des systèmes qui se cooptent. Est-ce que ça vaut le coup donc d'entrer dans cette vie, on peut dire, de résistant? Eh bien, Socrate en donne l'exemple. Mais pas seulement Socrate, des philosophes actuels en donnent l'exemple. Seulement, ils doivent toujours être accompagnés d'un fort quotient émotionnel, parce qu'ils vivront toute la contradiction du monde. Je vais en donner un exemple à travers le troisième sens du mot philosophie, à savoir les systèmes idéologiques nés au XIXe et XXe siècle. On peut dire que notre société actuelle, en tout cas médiatique, lorsqu'elle philosophe, elle se caractérise plutôt par l'adhésion à certains slogans politiquement corrects, qui sont partagés par la majorité. Je dirais que le petit ruban rouge ou noir ou jaune que portent certains présentateurs est comme le logo qui fait qu'on peut être présentateur et il change en fonction des époques. Le sida ne passera pas par moi dans les grandes périodes du sida. Et maintenant où le sida est une maladie chronique qui ne mène plus à la mort, ce sera d'autres choses. Je ne serai pas raciste, je l'accueillerai, etc. Face à ces slogans, évidemment, qui sont des formes d'idéologie, à la mode, se levèrent ici et là des philosophes qui osèrent prendre une démarche scientifique, d'observation du réel. Je voudrais en citer deux. Deux exemples en tout cas. Et d'abord, Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un philosophe extrêmement brillant qui décida à un moment donné de sortir du système de l'éducation nationale pour fonder une université libre à Caen. Une université ouverte à tout le monde où on rechercherait la vérité. Seulement, il décida de s'en prendre à l'étude des auteurs, puisque c'était ce qu'il avait appris en université, donc de reprendre par lui-même les choses. C'est une façon de faire, je dirais, non pas de la philosophie, mais peut-être du français, de l'étude de texte tout simplement. Seulement, étant un homme courageux, un résistant dans l'âme, il osa s'en prendre aux idoles de la grande époque que nous vivons, à commencer par Sigmund Freud. La pensée de Sigmund Freud, qui date du XIXe siècle, fut mise en avant après mai 68 parce qu'elle permettait de se déculpabiliser dans le grand slogan de l'époque. Jouissons sans entrave. Or, il est vrai que si un surmoi, une conscience du bien et du mal, ne serait-ce que la pensée d'autrui vient contrecarrer ce désir du plaisir, il empêche le plaisir. Or, Sigmund Freud manifeste, semble-t-il, que le surmoi est source de tous les complexes et qu'un être humain s'explique fondamentalement, et s'il le nie, c'est qu'il le repousse dans son inconscient par sa libido, donc sa recherche de plaisir, et ce plaisir est sexuel. Si bien que Freud explique tous les comportements actuels, y compris les comportements non voulus, les gestes manqués, par une sexualité refoulée. Il eut à son époque des contradicteurs, je pense à Carl Gustav Jung qui disait « Mais non, il y a d'autres sources de complexes, par exemple, l'absence de sens à la vie, de sens profond, provoque des complexes profonds qui ne sont pas d'ordre libidineux. Par contre, effectivement, ceux qui sont complètement frustrés au point de vue de la sexualité, à une époque, je dirais, puritaine, peuvent développer sur cet aspect-là un développement pathologique. Leur désir sexuel complètement frustré peut exploser
dans des choses qu'on retrouve parfois dans les hôpitaux psychiatriques que Freud voyait. Donc on peut dire que Sigmund Freud, c'est quelqu'un qui constate une part de vérité, qui l'exalte pour en faire une philosophie, où il explique entièrement l'homme. Donc Michel Onfray étudie Sigmund Freud et s'aperçoit de choses très très gênantes concernant sa personne, ses mœurs, sa façon de gagner de l'argent, mais aussi sa philosophie, qui est en fait falsifiée avec des chiffres, des récits de guérison, des statistiques de guérison complètement falsifiées. Et évidemment, un grand intérêt pour l'argent. Il s'était donc pris à une idole de son temps. C'est quelque chose qui ne lui fut pas pardonné. Mais évidemment, étant un combattant, ayant une force psychologique très grande, il sut répondre par des arguments. Eh bien, je dirais que cette attitude de Michel Onfray est typiquement l'attitude du philosophe. Évidemment, parfois, il va trop loin, il n'insiste que sur le côté mauvais. Et c'est vrai que, après tout, la vie de Sigmund Freud n'a pas de rapport avec sa pensée, sauf quand il falsifie sa pensée pour gagner de l'argent, évidemment. Le philosophe, s'il veut aller plus loin, va retourner à l'observation de ce que c'est que l'être humain et va s'apercevoir qu'en fait, les inconscients, sources de complexes, sont bien plus vastes que la libido. L'être humain ne se réduit pas à cette part qui est vraie, mais qui n'est absolument pas identique à son être. Ainsi, oser le faire à notre époque, c'est résister. Mais le but, en fait, ce n'est pas la résistance pour la résistance. Le but, c'est la recherche de la vérité qui peut être, dans le contexte idéologique d'une société, je dirais, complexée par son passé, une forme de résistance. Je voudrais en donner un deuxième exemple. Donc je disais que le traumatisme de ce siècle, c'est Adolf Hitler en Occident et le racisme. Hitler fonda sa pensée sur une espèce de pseudo-science montrant qu'il y avait des races et que certaines races étaient supérieures, dont la race germanique. Cette déviation conduisit à des millions de morts, on l'a dit, si bien que par réaction, et pour surtout ne pas paraître raciste, on en arrive en 2015 à une pensée qui dit qu'il n'y a pas de race, que scientifiquement il est démontré qu'il n'y a pas de race. On vit même, en 2015, de grands scientifiques, dont le professeur Axel Kahn, généticien, mais aussi Bernard Debré, cancérologue, affirmer à la télévision « il n'y a qu'une race humaine, une seule ». Et nous en faisons tous partie, et à côté de cela, il y a des différences de couleur, mais qui n'ont aucun fondement scientifique. La puissance de l'argumentation venait uniquement de l'autorité, de gens de science, donc d'un grand généticien. Le problème maintenant, si on est philosophe, eh bien, on dira simplement « il semblerait qu'il n'y a qu'une espèce humaine, que jadis, la paléontologie montre qu'il y eut plusieurs espèces humaines, que la classification montra que, à une certaine époque, il y avait Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalis et Homo sapiens, et qu'ils vécurent ensemble, et que même certaines des espèces étaient si proches, comme Homo sapiens et Homo neanderthalis, qu'ils étaient entre eux capables de se reproduire, comme un tigre avec un lion, si bien que, actuellement, les Blancs, en Occident, qui ont été confrontés à l'homme de Néandertal, posséderaient 5 à 7% d'ADN venant d'eux. Il n'y a donc qu'une seule espèce, et ces espèces sont parfois très proches, puisque normalement une espèce se définit par l'incapacité de se reproduire avec une autre espèce. Pour ce qui est des races à l'intérieur d'une espèce, c'est simplement un critère stable qui se transmet dans un groupe isolé, un critère stable de caractéristiques extérieures secondaires. Par exemple, une couleur de peau particulière qui est stable ou une forme de visage. Il semblerait donc que, dans l'unique espèce humaine, il y ait plusieurs races, mais que ces races soient en train de disparaître. Mondialisation oblige, les groupes étant de moins en moins isolés. On peut même prévoir que dans quelques centaines d'années, peut-être dans 1000 ans,
il n'y aura plus qu'une seule couleur humaine à force, et cette couleur sera sans doute cuivrée. Le Brésil en est un exemple, lui qui est un pays très métissé. Est-ce que ces différences morphologiques extérieures, ce qu'on appelle le phénotype, sont dues à la génétique? Oui, mais à un aspect génétique très secondaire, pas la racine de la génétique qui empêcherait par exemple les noirs et les blancs de se reproduire ensemble. D'autant plus qu'il y a plusieurs genres de noirs. Un noir d'Inde n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un noir d'Afrique. Donc tout cela montre qu'il y a des races dans une seule espèce humaine et que les critères de supériorité et d'infériorité établis par le nazisme en particulier sont aberrants. Par contre, nier l'existence de caractéristiques stables, c'est contre l'expérience réaliste. Comment faire alors pour résister les choses ayant été définies? Eh bien du côté des tenants de la pensée qui s'impose, ça consiste simplement à changer les définitions du dictionnaire en disant « le mot race ne s'applique pas à l'espèce humaine, mais uniquement aux espèces animales ». Et là, effectivement, il n'y a plus de race humaine. Seulement, on a changé les mots, on n'a pas changé la réalité. Et si on appelle maintenant pour l'homme la notion de race, la notion d'ethnie, ça revient au même. Donc le réel, c'est ce que cherche le philosophe. Et en l'occurrence ici, les mots ont peu d'importance. Par contre, ils vont être significatifs du traumatisme réel vécu en Occident suite à ce monstre que fut Adolf Hitler il y a 80 ans. Au terme de cette étude, je crois qu'on peut conclure de la manière suivante. Je pense que, à toutes les époques, vu l'être humain, son côté grégaire et les traumatismes qui marquent son histoire, puisque philosopher n'a comme maître que le réel, sous toutes ses formes, qui est recherché, eh bien celui qui philosophe sera toujours un résistant. Il aura toujours, face à lui, une forme de pensée unique qui s'impose dogmatiquement. Je ne parle pas de la pensée religieuse qui, elle, est une croyance et n'est pas démontrable, mais des dogmes au sens philosophique du terme sont de tout temps. Ce n'est pas nouveau. À l'époque du Moyen-Âge, par exemple, le dogme consistait à dire que Aristote n'avait jamais tort, il était le philosophe, et que le réel, s'il était différent, c'est que l'étudiant était quelqu'un qui faisait un crime de lèse-majesté contre le philosophe. Le fait que l'être humain soit comme cela, que peu de gens soient intelligents, ça veut dire véritablement philosophes, le réel étant leur seul maître, donc humble. Eh bien, le fait que peu d'hommes sont comme ça montre que même en sciences modernes, il faut parfois être résistant. Qu'on se souvienne du docteur Semmelweis, cet homme qui au XIXe siècle, parce qu'il avait observé de manière empirique, demandait à ses collègues de se laver les mains. Mais il n'était qu'un petit médecin de campagne, et face à lui, les grandes autorités de l'université, qui souvent sortaient avec leur tablier couvert de sang, ils s'essuyaient les mains pour bien montrer, c'était une vanité qu'ils travaillaient dans le concret, eh bien se moquèrent de lui, l'humilièrent, et ridiculisèrent sa thèse. Il finit par se suicider. Bon, ça montre que les choses ne sont pas terminées. C'est l'être humain le problème. L'être humain et son incapacité à l'humilité devant le réel, qui fait que parfois, il faut être résistant si on choisit soi-même d'être humble devant le réel.